Alors que mon mari était dans le coma, sa sœur a déposé une requête d'urgence pour un test ADN. Affirmant publiquement que mon fils était un imposteur, afin de pouvoir tout hériter. Quand les résultats ont été imprimés, ils ont prouvé la paternité. Et ont révélé qu'il avait empoisonné. La tasse de café a glissé de la main de Camille à 10h14, un jeudi matin. Le temps qu'elle finisse de se briser, sur le parquet du bureau de Rosalind Kessler. Elle ne pleurait plus, pour le fils qu'elle avait passé un mois à traiter d'imposteur. Elle fixait une deuxième feuille de papier, qu'elle n'avait pas demandée. Et à laquelle elle ne s'attendait pas, et son visage avait pris la couleur de la porcelaine. En morceaux autour de ses chaussures. Je veux vous dire que je me suis sentie triomphante. Ce ne fut pas le cas. Je sentais mes propres mains trembler si fort, que j'ai dû les presser à plat contre mes genoux. Pour empêcher la pièce de basculer. Car je venais de regarder un mois de ma vie le coma de mon mari. Le sang de mon fils prélevé 2 fois. Des semaines à être traité de menteuse à travers la table d'une cafétéria d'hôpital s'effondrer en un seul fait. Que personne d'entre nous ne cherchait. Mais, pour comprendre comment un test ADN, conçu pour me détruire, a fini par la détruire elle à la place, vous devez remonter un mois en arrière, à un dimanche matin. Qui a commencé avec l'odeur du café, et s'est terminé avec mon mari. Convulsionnant sur le sol de notre cuisine. J'étais marié à Callum Price depuis 9 ans. Assez longtemps, pour que je puisse faire la différence. Entre le silence qu'il faisait quand il s'inquiétait pour l'argent. Et le silence qu'il faisait quand il s'inquiétait pour sa sœur. Ce dimanche-là, il versait 2 cafés, un pour lui, un pour moi, dans le mug bleu ébréché. Que j'avais l'intention de remplacer depuis notre premier appartement. Quand il s'est arrêté au milieu d'une phrase, sur le programme de football de notre fils. Et est tombé directement sur le sol. Il convulsionnait avant même que je n'aie le téléphone à l'oreille. Notre fils, Bodhi, était dans la pièce d'à côté, avec les dessins animés mis trop fort. Et je me souviens avoir été reconnaissante. Pour exactement une seule chose dans toute cette épreuve, qu'un enfant de 7 ans n'ait pas eu à regarder les yeux de son père se révulser. Callum travaillait comme ingénieur en structure, pour une entreprise de taille moyenne. En centre-ville. Le genre de travail, qui permettait de payer le prêt hypothécaire à temps. Et de mettre un peu de côté chaque mois, rien de plus. Il conduisait un pick-up de 12 ans, qu'il refusait d'échanger. Avait toujours le menu à emporter de notre premier rendez-vous, collé sur le réfrigérateur. À côté de l'aimant en forme de phare, et entraînait l'équipe de football amateur de Bodhi. Le samedi matin, même s'il ne pouvait pas siffler un hors-jeu de manière fiable. Il n'était, en aucun cas, assis sur une fortune. Ce détail a compté plus que quiconque ne l'aurait imaginé par la suite, lorsqu'une femme, qui avait désespérément besoin d'argent, est allée en chercher de toute façon. Il avait l'habitude de dire que sa sœur avait passé toute sa vie un demi-pas derrière les attentes des autres. Et qu'elle n'avait jamais vraiment pardonné à aucun d'entre nous, de l'avoir remarqué. Les médecins des urgences ont appelé cela un accident vasculaire cérébral hémorragique. Rare pour un homme de 41 ans, sans antécédents familiaux, m'ont-ils dit. De ce ton prudent que les médecins utilisent, juste avant de cesser de promettre quoi que ce soit. Il pourrait se réveiller, ou peut-être pas. Il n'y avait aucun moyen de le savoir pour le moment, et j'allais apprendre à détester cette phrase. De la même manière que l'on déteste une chanson, qui vous reste coincée dans la tête. Contre votre volonté. Callum était la personne fiable de sa famille. Celui qui était resté en ville après la mort de son père. Qui continuait à payer l'assurance habitation de sa mère quand elle la laissait expirer. Qui appelait toujours sa sœur pour son anniversaire, même l'année où elle ne l'a pas rappelé. Camille dirigeait une boutique, à 2 villes de là. Qui perdait de l'argent depuis la semaine de son ouverture. J'en savais assez, car Callum avait mentionné, presque en passant, qu'elle lui avait demandé un prêt le printemps dernier, et qu'il avait dit non. Et aucun de nous n'en avait reparlé. Je ne savais pas encore, qu'il avait discrètement changé d'avis. 3 semaines avant son effondrement, en lui virant 4,000 $ depuis un compte que je ne vérifiais pas souvent. Ce détail ne ferait surface qu'une semaine plus tard,
et quand ce fut le cas, cela allait faire mal. D'une manière à laquelle je ne m'étais pas préparé. Non pas à cause de l'argent, mais parce qu'il ne me l'avait pas dit. J'aime à penser que nous avions un bon mariage. Je tenais la comptabilité d'un cabinet dentaire, de l'autre côté de la ville. 3 jours par semaine. Le genre de travail où l'on remarque quand un chiffre est erroné de $4, et encore plus de 4,000 $. Une compétence, qui allait compter plus que je n'aurais pu l'imaginer. Et dont je me sentirais stupide, de ne pas l'avoir utilisée plus tôt. Nous nous disputions à propos du lave-vaisselle. Et pour savoir si Body était assez grand pour avoir un téléphone. Mais jamais sur des choses vraiment importantes. Rien de tout cela n'était encore dans mon esprit, alors que je me tenais dans cette cuisine. Avec le mug ébréché qui roulait en un lent cercle sur le carrelage, et le corps de mon mari. Qui se convulsait contre les placards. J'ai appelé le 911. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Je me souviens du chien de notre voisin, aboyant à travers la clôture tout le temps. Et d'avoir pensé, absurdement, que je devais encore finir la liste de courses. Collé sur le réfrigérateur, sous un aimant en forme de phare. Que nous avions acheté lors de notre lune de miel. Camille est arrivée à l'hôpital, avant même que je ne l'aie appelée. Une infirmière avait retiré une ancienne carte de contact d'urgence du dossier de Callum. Une qui datait des années avant la naissance de Body, bien avant que je n'existe à ses yeux. Elle n'a pas demandé comment allait son frère. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, de la salle d'attente des soins intensifs. Vêtue d'un blazer, comme si elle venait d'une réunion, et a demandé qui avait la procuration. Je lui ai répondu que c'était moi. Callum et moi avions signé les papiers 4 ans plus tôt, après que le cœur de son père a lâché. Laissant la famille se débattre autour d'un testament, que personne n'avait mis à jour depuis 2003. Camille m'a souri, comme si j'avais fait une blague. Je me suis dit que c'était le choc qui parlait. Les gens disent des choses étranges, dans les couloirs d'hôpitaux. Un dépliant, qu'un aumônier m'avait glissé dans la main, disait la même chose. Je me suis dit que Camille avait simplement besoin de quelque chose à contrôler. Parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à contrôler, et j'ai laissé couler. 2 nuits plus tard, je me suis réveillé sur la chaise pliante, à côté du lit de Callum. Pour la trouver debout au pied de celui-ci, faisant défiler l'écran de son téléphone. La lumière bleue éclairant son visage par en dessous. Elle ne lui tenait pas la main. Elle ne le regardait pas du tout. Quand elle a remarqué que j'étais réveillé, elle a glissé le téléphone dans sa poche, et m'a dit. D'un ton trop enjoué, qu'elle vérifiait juste l'heure. Mon estomac s'est noué, de la façon dont il le fait. Juste avant que vous ne compreniez quelque chose, que vous ne voulez pas encore comprendre. Je n'ai rien dit. J'ai fermé les yeux, et j'ai fait semblant de me rendormir, et j'ai écouté le bruit de ses talons. Claqué hors de la chambre, 4 minutes plus tard. Au 5e jour, Camille a commencé à apporter du thé à Callum. Un thermos en acier inoxydable, rempli de thé au gingembre infusé à la maison. Qu'elle insistait pour monter elle-même, chaque après-midi, à 14 heures précises. Callum ne pouvait pas le boire. Il était toujours nourri par sonde. Mais, elle a dit que c'était pour son esprit, que le gingembre avait des propriétés curatives. Et qu'elle avait lu cela en ligne. J'ai trouvé ça étrange. J'ai pensé que le chagrin rendait les gens étranges. J'ai laissé faire. C'est cet après-midi-là, dans la cafétéria de l'hôpital, qu'elle a dit la chose qui a tout changé. Nous faisions la queue pour du café et du vrai café. Pas le thé auquel elle était si dévouée pour son frère dans le coma, et elle a dit. Assez fort pour que 3 tables d'inconnus se retournent pour regarder, tout le monde. Dans la famille, c'est que ce garçon ne ressemble en rien à Callum. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je lui ai demandé calmement, ce qu'elle voulait dire. Elle n'a pas baissé la voix pour répondre. Elle a dit que Body avait mon teint, certes, mais rien de Callum ni sa mâchoire, ni ses mains. Rien, et qu'elle s'était posé la question pendant des années. Et n'avait jamais rien dit par respect. Mais, avec Callum incapable de parler pour lui-même. Quelqu'un devait protéger les intérêts de la famille. J'aurais pu lui hurler dessus, dans cette cafétéria. Au lieu de cela,
quelque chose de plus froid a pris le dessus. La partie de moi, qui avait passé 9 ans mariée dans une famille. Qui fonctionnait sur le déni plausible. Très bien, ai-je dit. Faisons le test. J'ai dit oui, parce que je n'avais rien à cacher, et parce qu'une petite et vilaine partie de moi voulait voir son visage, quand les résultats reviendraient. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est que le moment choisi par Camille me dérangeait plus que son accusation, et je n'aurais pas pu vous dire pourquoi. 3 jours plus tard, un huissier m'a trouvé dans le parking de l'hôpital. Avant même que je n'aie atteint ma voiture. Il m'a tendu une enveloppe Kraft, et m'a demandé de signer un porte-bloc. Comme si j'acceptais un colis. À l'intérieur, se trouvait une requête d'urgence. Camille était allée au tribunal, pour demander à être nommée tutrice temporaire des biens de Calom. Citant son incapacité, dans le langage prudent de son avocat. Des inquiétudes concernant la gestion des biens matrimoniaux, pendant l'incapacité de l'intimer. Je l'ai lu 2 fois, dans ma voiture, avant de comprendre ce que cela signifiait. Elle ne remettait pas seulement en question la paternité de Body. Elle demandait à un juge, de lui remettre le contrôle de nos comptes, de notre maison. Du fonds de retraite de Calom, pendant qu'il ne pouvait pas dire un mot pour l'en empêcher. J'ai engagé Rosalind Kessler cet après-midi-là, sur la recommandation d'un collègue. C'était une avocate spécialisée en succession, avec un bureau d'angle, et une réputation. M'avait-on dit, de ne faire qu'une bouchée des affaires de tutelle. Rosalind a lu la requête une fois, l'a posée, et m'a posé une question. Que je n'avais pas pensé à me poser, comment Camille avait-elle trouvé un avocat? Et déposé des documents d'urgence, dans les 72 heures suivant l'AVC de son frère? Ce genre de rapidité, a-t-elle dit, n'arrive pas par accident. Cela se produit, quand quelqu'un a déjà parlé à un avocat d'autre chose, pour une toute autre raison. Bien avant la raison que tout le monde croit connaître. Cette nuit-là, j'ai enfin ouvert l'application bancaire conjointe. Que je n'avais pas vérifiée depuis plus d'une semaine. Je vivais entre une cafétéria et une chaise pliante. Et les factures étaient la dernière chose à laquelle je pensais. J'ai trouvé le virement de 4,000 $ à Camille, envoyé 3 semaines avant l'effondrement de Calom. Mon mari, qui lui avait dit non pour un prêt le printemps dernier, avait apparemment changé d'avis. Et ne me l'avait pas dit. Mes mains tremblaient, au moment où j'ai atteint le bas du relevé. Et ce n'était pas de peur cette fois. C'était quelque chose de plus petit, et de plus mesquin, et cela m'a fait honte. Au moment même où je le ressentais. Blessé, qu'il m'ait caché quelque chose, en plus de tout le reste. Je n'ai pas pu lui poser la question à ce sujet. C'était là, sa propre forme de cruauté. Camille a commencé à manipuler la famille, dans mon dos, après ça, et elle y excellait. Ma belle-mère, Marguerite, m'a appelé un jeudi, pour me demander, gentiment, si je n'étais peut-être pas allé un peu trop vite en besogne, en épousant Calom si rapidement. Il y a 9 ans. Comme si 9 ans étaient rapides, et comme si elle ne s'était pas tenue à moins d'1 mètre de moi. Lors de notre mariage. Je veux juste comprendre l'ensemble de la situation, a-t-elle dit. Quand je lui ai demandé sans détour, ce que Camille lui avait dit. Personne n'accuse qui que ce soit, de quoi que ce soit. Alors, pourquoi ai-je l'impression, que tout le monde a déjà une opinion, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu à cela. Elle m'a demandé, à la place, si j'avais mangé quelque chose ce jour-là. De la manière dont les gens le font. Quand ils préfèrent que la conversation porte sur n'importe quoi d'autre. Et j'ai réalisé, avec un lent sentiment d'effroi, que Camille lui dressait un tableau de la situation, depuis des semaines. Lors du dîner que la famille tenait toujours chaque année, pour l'anniversaire de Desmond Pricer. 2 ans après son décès, Camille s'est levée au milieu d'un toast, a tapoté son verre, et a dit qu'elle voulait juste que la famille reste honnête les uns avec les autres, à l'avenir. Elle me regardait directement, quand elle a dit ça. Personne, à cette table, ne m'a défendu. Je suis restée assise là, et j'ai fini une assiette de poulet froid, pendant que des proches, que je connaissais depuis près d'une décennie, portaient un toast à ma belle-sœur. Pour sa loyauté envers un frère qu'elle n'avait pas visité en 2 ans, avant qu'il ne s'effondre.
J'ai appelé Rosalind le lendemain matin, ma voix serrée, d'une manière que je ne reconnaissais pas. Elle m'a dit quelque chose, qui m'est resté en tête le reste de cette semaine. Les affaires de tutelle ne se gagnent pas d'abord dans une salle d'audience. Elles se gagnent dans un groupe de discussion familiale. Lors d'une série de dîners d'anniversaire, dans une centaine de petites conversations. Qui donne l'impression que la décision éventuelle d'un juge était inévitable depuis le début. Camille ne montait pas encore un dossier juridique. Elle construisait un récit, un parent à la fois. Et j'étais la seule personne, dans la pièce, qui semblait remarquer qu'elle le faisait exprès. J'ai commencé à tout documenter après cela. Chaque appel téléphonique, chaque commentaire étrange. Chaque fois qu'elle apparaissait quelque part, où elle n'avait aucune raison d'être. Cela semblait paranoïaque. Cela ressemblait aussi, de plus en plus, à la seule chose qui me permettait de garder toute ma tête. Un après-midi, je suis revenu des distributeurs automatiques, pour trouver Camille accroupie. À côté du livre de coloriage de Body, sur le sol du salon des familles, lui demandant. D'une voix chantante, si papa l'avait déjà regardé bizarrement. Comme s'il ne le reconnaissait pas tout à fait. Body, tout à son honneur, a simplement dit que papa le reconnaissait toujours. Et est retourné colorier un stégosaure. Je ne l'ai plus laissé s'approcher à moins de 3 mètres de lui, sans que je sois dans la pièce. Et je n'en ai pas parlé à Rosalind pendant encore 3 jours, parce que le dire à voix haute rendait la chose plus réelle, que ce à quoi j'étais préparé. Dès la 2e semaine, quelque chose concernant l'état de Callum a cessé d'avoir du sens. Le docteur Priya Anand, la neurologue supervisant ses soins, m'a dit que ses signes vitaux ne cessaient de chuter, d'une manière qui ne correspondait pas à une récupération normale d'un AVC. De brefs pics de fréquence cardiaque. Des baisses inexpliquées de ses constantes en fin d'après-midi, toujours en fin d'après-midi. Toujours quelques heures, après le début des heures de visite. Elle a utilisé le mot atypique 2 fois, au cours d'une seule conversation, ce qui, venant d'un médecin avec 14 ans d'expérience en soins neurocritiques, résonnait comme une sonnette d'alarme, habillée d'une blouse blanche. J'ai commencé à surveiller l'horloge. Camille arrivait tous les jours à 14 heures, un thermos à la main, et partait vers 15h30. Les chiffres de Callum chutaient à coup sûr, aux alentours de 16 heures. Je me disais que je perdais la tête. Le chagrin fait ça. J'avais acquiescé, lors de la séance de conseil familial offerte par l'hôpital. Je savais que la paranoïa était une étape documentée, quand on regarde quelqu'un que l'on aime osciller entre 2 mondes. Je me disais que Camille était étrange, cruelle et avide. Mais que cela ne la rendait pas dangereuse. Étrange n'était pas la même chose que dangereux. Je me suis forcé à croire cela, pendant encore 3 jours. Puis, je l'ai regardée laver le thermos elle-même, dans l'évier du salon des familles. Un mercredi matin, alors qu'elle pensait que personne ne faisait attention. Pas le rinçage rapide habituel, mais un long et minutieux récurage. À 2 mains, comme si elle effaçait quelque chose de précis. Elle l'a séché avec une serviette en papier, et l'a remis dans son sac. Avant même que les médicaments du matin n'aient été administrés à Callum. Mes mains n'ont pas cessé de trembler, pendant 1 heure après ça. Je ne l'ai pas confrontée. Je ne savais même pas encore, sur quoi j'allais la confronter. Au lieu de cela, le lendemain après-midi. Pendant qu'elle était à la cafétéria pour acheter son propre café. J'ai échangé le thermos de son sac, contre un identique. Que j'avais acheté dans un magasin d'articles de cuisine la veille au soir, et j'ai caché le vrai. Non lavé cette fois, dans un sac Ziploc dans mon sac à main. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, jusqu'au moment où j'en ai parlé à Rosalind. Et qu'elle n'a pas ri. À la place, elle m'a posé une question, qui a changé la tournure des choses. Quelqu'un avait-il fait un bilan toxicologique complet sur Callum, depuis son admission? J'ai posé la question à l'infirmière Colleen Marsh, l'infirmière en chef de l'étage de Callum. Le lendemain matin. Elle a vérifié son dossier, et m'a dit, d'un air désolé, que les urgences ne dépistaient que les substances courantes. Chez les patients victimes d'un AVC à leur arrivée, opioïdes, alcool.
et une poignée de marqueurs standards. Rien de plus large, à moins qu'un médecin ne l'ait spécifiquement ordonné. Et personne ne l'avait fait, parce que personne n'avait de raison de le faire. Elle a mentionné, presque en aparté, que la politique de l'hôpital l'obligeait à enregistrer chaque visiteur, qui passait du temps sans surveillance, avec un patient dans l'état de Callum, et qu'elle avait déjà noté le nom de Camille dans le dossier. À 3 reprises distinctes, pour être resté au-delà des heures de visite affichées. Personne n'avait jamais demandé à voir ce registre. J'ai demandé à le voir, ce jour-là. L'hôpital n'était pas très enthousiaste à l'idée de le remettre. Une coordinatrice des relations avec les patients, nommée Denise Okonkwo, m'a fait asseoir dans un petit bureau, à côté du hall principal, et m'a expliqué, gentiment mais fermement, que le personnel n'était pas autorisé à spéculer sur les intentions d'un visiteur. Et que restreindre l'accès de Camille, sans preuve concrète d'actes répréhensibles, exposerait l'hôpital à une plainte pour discrimination. Elle n'a pas été méchante à ce sujet. Elle était prudente, de cette manière spécifique dont les institutions sont prudentes. Lorsqu'un procès leur semble plus réel qu'un empoisonnement. J'ai quitté son bureau en comprenant que personne là-bas n'allait m'aider. Tant que je ne pourrais pas leur fournir quelque chose qu'ils ne pourraient pas justifier. Rosalyn avait des raisons de demander plus que le registre, puisque nous allions déjà de l'avant. Avec le test de paternité ordonné par le tribunal. La requête de Camille avait rendu la chose officielle, avec un greffier du tribunal programmé. Et tout le reste, prévu pour le lundi suivant. Rosalyn a expliqué qu'en vertu de la loi sur les tutelles de notre État, le laboratoire de police scientifique, détenant le sang pour un cas de paternité contesté, pouvait être autorisé à effectuer un bilan complet, à partir du même prélèvement. Une procédure standard, dans les affaires de succession contestées, où les circonstances médicales d'une partie étaient déjà en litige. Cela couvrirait toutes les personnes impliquées. Et, cela couvrirait Callum aussi. Camille ne s'est pas opposée, lorsque Rosalyn a déposé la demande. Je ne pense pas qu'elle ait compris ce que cela signifiait. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, elle pensait à qui que ce soit d'autre qu'à elle-même. Ni à l'audience du vendredi, qui était maintenant entourée sur nos 2 calendriers. Pour des raisons très différentes. J'ai apporté le thermos à Rosalyn 2 jours plus tard, toujours dans son sac Ziploc. Mes mains froides autour, dans son bureau. Elle n'a pas posé une seule question sur la façon dont je l'avais obtenu. À la place, elle a passé un coup de fil, et, 20 minutes plus tard, un homme nommé inspecteur Elias Reyes est entré dans son bureau et s'est présenté. Avec une poignée de main qui semblait plus prudente qu'amicale. L'inspecteur Reyes avait 16 ans de service au sein du département. Les 9 dernières années dans l'unité des crimes financiers et des fraudes envers les personnes âgées. Et non aux homicides, ce qui m'a surprise. Jusqu'à ce qu'il m'explique pourquoi il était déjà impliqué. 3 semaines avant l'effondrement de Callum, son unité avait reçu un signalement anonyme. Signalant des irrégularités, dans une réclamation d'assurance vie, déposée 2 ans plus tôt. Après la mort du père de Callum, Desmond Pricer. Le décès avait été qualifié, à l'époque, d'événement cardiaque soudain, de cause naturelle. Aucune analyse toxicologique n'avait jamais été effectuée. Car personne n'avait de raison d'en demander une. Camille avait été la principale bénéficiaire de cette police d'assurance. Liée à la quincaillerie familiale, que les 2 frères et sœurs avaient conjointement hérité. Un magasin, dont elle avait racheté la moitié à Callum, dans l'année qui a suivi. En utilisant la majeure partie de l'indemnité, avant de le mener à la faillite 18 mois plus tard. Et de transformer ce qui restait, en cette boutique, qui faisait maintenant faillite également. Le signalement n'avait pas encore abouti, m'a dit Reyes. Les signalements pour fraude à l'assurance n'aboutissaient que rarement, du moins. Pas sans quelque chose de concret auquel s'accrocher. Ensuite, un homme de 41 ans, sans antécédent cardiaque, s'était effondré dans sa propre cuisine. Et sa sœur avait déposé des documents de tutelle d'urgence, en moins de 72 heures. Et l'unité de Reyes avait commencé à prêter une attention plus particulière. Le signalement original, m'a-t-il dit plus tard, ne venait pas du tout de l'intérieur de la famille.
Il provenait d'un jury comptable, engagé par l'un des créanciers de la boutique. Un homme, effectuant une vérification préalable de routine, avant un règlement de dette. Qui avait remarqué que le calendrier des paiements d'assurance s'alignait un peu trop parfaitement avec l'ouverture de la boutique, et l'avait signalé, presque après coup. Les affaires de ce genre commençaient rarement, parce que quelqu'un soupçonnait un meurtre, a dit Reyes. Elles commençaient par des soupçons d'argent, et le meurtre n'était que ce qui apparaissait lorsque quelqu'un tirait ce fil suffisamment loin. Il avait assisté à une conférence de situation préliminaire, 2 semaines plus tôt. Celle où l'avocat de Camille avait demandé à un commissaire de justice de restreindre temporairement mes visites à l'hôpital, au motif que j'interférais avec la capacité de l'équipe soignante de Callum à faire des évaluations médicales objectives. Le commissaire avait refusé catégoriquement, qualifiant la demande d'inhabituellement agressive, à l'encontre d'une épouse agissant apparemment de bonne foi. Mais Reyes a dit que la tentative elle-même lui en disait plus que le refus. Les gens n'essayaient pas de séparer une femme du chevet de son mari inconscient, à moins d'avoir une raison, de vouloir moins de témoins dans la chambre. Il a pris le thermos. Il m'a dit prudemment que tout ce qui s'y trouverait ne serait pas admissible au tribunal, de la manière dont je l'avais recueilli. Pas de chaîne de possession appropriée, pas de témoins, rien d'autre que ma parole, pour attester d'où ils venaient. Mais cela leur dirait, officieusement, s'ils perdaient leur temps ou non. Il était de retour 4 jours plus tard, avec une réponse qui n'était plus officieuse. De la colchicine, le même composé vendu dans les jardineries, comme extrait de crocus d'automne. Présente dans un résidu tapissant l'intérieur du thermos, à des concentrations qui n'avaient rien à faire à proximité d'une boisson, destinée à un patient hospitalisé. Je me suis alors souvenu de quelque chose de si petit, que je n'avais jamais pensé à le mentionner. Que le mari de Camille, Julien Voss, dirigeait une petite pépinière et une entreprise de fourniture de jardinage, à 2 comtés de là. Celle-là même, où Callum avait l'habitude d'acheter ses plants de tomates, chaque printemps. J'y étais moi-même allé une fois, des années plus tôt, admirant un parterre de bulbes à fleurs violettes, près de la caisse, que j'avais pris pour des tulipes hors saison. Je l'ai dit à Reyes. Il l'a noté sans changer d'expression, de la manière dont j'imaginais. Que 16 ans à entendre des choses, qui comptaient plus qu'elles n'en avaient l'air, lui avait appris à le faire. Il m'a également fait faire une déclaration formelle avec lui, cet après-midi-là. Toute ma chronologie, du dimanche de l'effondrement, jusqu'au matin où j'avais échangé le thermos. Chaque date et chaque détail étant enregistré et signé. Il a dit qu'une affaire comme celle-ci, vivait ou mourait. Sur une chronologie qui ne pourrait pas être décortiquée plus tard. Et la mienne, a-t-il précisé, était exceptionnellement bonne, pour quelqu'un qui ne savait pas qu'elle était en train d'en construire une. Le bilan toxicologique complet, issu du prélèvement sanguin ordonné par le tribunal, est revenu 12 jours après que Rosalind l'a demandé. Il faisait partie du même lot que les résultats de paternité, analysés par le docteur Adaez Nomadi, une toxicologue médico-légale du laboratoire de criminologie du comté, qui avait passé 9 ans à témoigner dans des affaires d'empoisonnement, dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Parce que la plupart des cas d'empoisonnement ne font jamais les gros titres. Son rapport écrit utilisait des phrases telles que toxicité aiguë à la colchicine et schéma cohérent avec un dosage sublétal répété, sur une période de 10 à 14 jours. Et, un chiffre qui a fait taire Rosalind lorsqu'elle l'a lu à haute voix, 20 fois la concentration à laquelle on s'attendrait chez quelqu'un qui aurait simplement mangé la mauvaise plante par accident. Le docteur Nomadi a appelé Rosalind directement, le matin où les chiffres sont revenus, avant même que le rapport écrit n'ait fini d'être imprimé. Car elle disait que des chiffres comme ceux-là n'étaient pas du genre sur lesquels elle aimait s'asseoir toute une nuit. Elle lui a expliqué, étape par étape, ce qu'un corps fait avec de petites doses répétées d'un composé comme la colchicine. Comment il s'accumule au lieu de s'éliminer, et comment il peut produire, très exactement, le type de baisse de fin d'après-midi des signes vitaux d'un patient, que le docteur Anand consignait discrètement, depuis 2 semaines, sans explication.
quand j'ai finalement dit au docteur Anand ce que le bilan avait révélé. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis, elle a dit que le mot atypique prenait beaucoup plus de sens pour elle maintenant, qu'à ce moment-là. Quelque part au cours de ces 12 jours. J'ai appris encore une chose que Camille gérait sans me le dire. Elle avait lancé une collecte de fonds en ligne, 3 jours après l'effondrement de Calom. Fonds de rétablissement de Calom. Et, au moment où la demande de Rosalind a abouti, elle avait récolté un peu plus de 42,000 $. Camille contrôlait le compte. Quand j'ai finalement demandé à voir comment l'argent était dépensé, son avocat a envoyé un email d'une ligne, disant que les registres de décaissement seraient fournis si et quand cela serait approprié. Rosalind a dit que cela seul valait la peine d'être mentionné à Reyes, et il a noté ça aussi. Rosalind a programmé une réunion pour le jeudi suivant. Les deux résultats étant remis ensemble en présence de Camille. Parce qu'au terme de sa propre requête, elle avait légalement le droit de les voir. J'ai demandé à Rosalind si c'était judicieux. Elle m'a dit que c'était la seule façon de voir, en temps réel. Si Camille savait déjà ce qui l'attendait. L'audience de tutelle était fixée au vendredi juste après. Le greffier du juge Warren Castellano l'avait confirmé 2 fois. Si les résultats revenaient trop tard, ou s'ils s'embourbaient dans un retard de procédure, Camille avait de réelles chances d'entrer dans cette salle d'audience. Et d'en ressortir avec le contrôle légal sur les comptes de Calom, sur ses décisions médicales. Et sur sa maison, avant que quiconque puisse prouver ce qu'elle lui avait fait. J'avais des jours, pas des semaines, et j'ai passé la plupart d'entre eux à ne pas dormir. Le dimanche précédant cette réunion, Body m'a demandé quand tante Camille reviendrait nous rendre visite. Et je n'avais pas de réponse qui ne soit un mensonge. Je lui ai dit qu'elle était très occupée. Il a demandé si papa allait se réveiller avant son anniversaire, prévu dans 6 semaines. Et je lui ai dit que je ne savais pas, parce que je ne le savais vraiment pas. Et, je m'étais promis, il y a longtemps, que je ne lui mentirais pas sur les choses qui comptaient. Mes genoux se sont d'ailleurs dérobés une fois, dans l'ascenseur de l'hôpital. Lorsqu'un inconnu a complimenté le sac à dos dinosaure de Body, et a demandé innocemment si son papa aimait aussi les dinosaures. C'était une question tellement ordinaire. J'ai dû m'agripper à la rampe, pour rester debout. Le lundi, le prélèvement sanguin pour la paternité a eu lieu comme prévu. Un greffier du tribunal était dans la pièce. Et un technicien a frotté l'intérieur de la joue de Body, pendant qu'il demandait si ça ferait mal. Je lui ai dit que non, et cette fois-ci, je ne mentais pas. Camille était assise de l'autre côté de la pièce, avec son avocat, les bras croisés. Observant mon fils, comme s'il était une preuve dans un dossier contre elle. Au lieu d'un enfant de 7 ans, qui aimait les dinosaures et détestait les petits pois. Je n'ai pas pu respirer correctement, pendant la majeure partie de cette semaine. Mes mains ne cessaient de trembler, à des moments inattendus, en brossant les cheveux de Body. En signant un formulaire d'autorisation pour l'école, en m'asseyant à côté du lit de Calom. Et en écoutant le rythme régulier et patient du respirateur. Le docteur Anand m'a dit que ces chiffres s'étaient en fait légèrement améliorés. Depuis que les visites de Camille s'étaient espacées. Dans la tension qui a suivi le dépôt de la demande de tutelle. Je ne lui ai pas dit pourquoi je pensais que cela pouvait être le cas, pas encore. Rosalind m'avait dit de ne rien dire à personne dans la famille. Jusqu'à ce que les résultats soient en main. Non pas parce qu'elle doutait de moi, mais parce qu'une affaire construite sur des résidus de colchicine et un thermos volé, pourrait s'effondrer. Si Camille obtenait ne serait-ce qu'un jour d'avertissement, pour s'expliquer. Pour cacher autre chose, ou tout simplement, pour disparaître. Marguerite a appelé 2 fois cette semaine-là. J'ai laissé les 2 appels aller sur la messagerie vocale. Dans le premier, sa voix était guindée. Me demandant si j'avais déjà eu des nouvelles du laboratoire. En prenant soin de ne pas préciser lequel. Dans le second, 2 jours plus tard, elle n'a mentionné aucun laboratoire du tout. Elle a simplement demandé si Body avait besoin de quoi que ce soit pour l'école, et quelque chose. Dans son ton, c'était adouci d'une manière que je ne comprenais pas encore. Et sur laquelle je ne m'autorisais pas à espérer.
Je ne l'ai rappelé aucune des deux fois. Les instructions de Rosalind étaient la seule chose qui me permettait de garder le silence. Et certains jours, c'était la partie la plus difficile de tout le mois. Le mercredi, Rosalind a appelé avec des nouvelles qui m'ont fait tomber l'estomac dans les talons. Les 2 résultats de laboratoire étaient terminés, avec un jour d'avance sur le calendrier. Elle voulait tout le monde dans son bureau, le jeudi matin. Moi, Camille, l'avocat de Camille, et l'inspecteur Reyes, qui avait demandé à être présent. Au moment même où il avait entendu les chiffres de la toxicologie. C'était jeudi ou jamais. Si nous attendions l'audience du vendredi, pour rendre tout cela public, l'avocat de Camille pourrait faire valoir que la demande de tutelle et l'affaire pénale étaient des questions entièrement distinctes. Il pourrait étirer le calendrier et lui faire gagner des semaines pour préparer une défense. Pendant qu'un juge déciderait si elle obtiendrait le contrôle légal sur la vie de mon mari entre-temps. Rosalind voulait que la vérité soit sur la table, un jour entier. Avant même que le juge Castellano ne saisisse son marteau. De cette façon, il ne resterait plus rien à Camille. Pour entrer au tribunal et qualifier cela de désaccord familial. Je n'ai pas dormi du tout, dans la nuit de mercredi à jeudi. Je me suis assise dans le noir, à côté du lit de Callum, et je lui ai dit doucement que j'étais sur le point de faire quelque chose sur lequel je ne pourrais pas revenir. Et que j'espérais, quand il se réveillerait quand, et non pas si. Je me suis forcé à dire quand, qu'il ne me détesterait pas. Pour la façon dont j'avais appris la vérité sur sa sœur. Ma gorge était trop nouée, pour en dire beaucoup plus que ça. Il n'a pas répondu. Le respirateur a gardé son rythme. J'ai tenu sa main, jusqu'à ce que le soleil se lève. Le bureau de Rosalind sentait le café et la moquette neuve, à 10 heures, ce jeudi matin. Camille est arrivée avec 12 minutes de retard, dans un blazer de salle d'audience, me souriant déjà. De la même manière qu'elle l'avait fait, le jour où elle avait demandé qui avait la procuration. Comme si elle avait déjà gagné quelque chose. Son avocat s'est assis à côté d'elle, avec un dossier en cuir qu'il n'a jamais ouvert. L'inspecteur Reyes s'est assis calmement, près de la fenêtre, sans se faire remarquer. Exactement de la manière dont j'imaginais que 16 ans d'interrogatoire lui avaient appris à être. Rosalind avait 2 enveloppes sur la table, lorsque nous nous sommes tous assis. Elle a d'abord ouvert les résultats de paternité, parce que c'était celui auquel tout le monde dans la pièce pensait déjà connaître la réponse. Probabilité de paternité de 99,99%. Callum Price, père biologique de Body Price, au-delà de tout doute scientifique raisonnable. Je ne me suis pas sentie triomphante, en lisant cela. Je me sentais fatiguée, vieille et en colère, d'une manière qui restait coincée dans ma poitrine. Depuis un mois, sans nulle part où aller. Le sourire de Camille n'a pas bougé. Sa main, si. Un léger tremblement, contre le dossier posé sur ses genoux. Le genre de choses que vous manqueriez, si vous ne la cherchiez pas déjà. Mais, moi, je la cherchais. Il y a un deuxième résultat, a dit Rosalind. Elle a fait glisser le rapport de toxicologie sur la table. J'ai regardé Camille lire le mot colchicine à 3 reprises, avant que son visage ne change. Et avant qu'elle ne comprenne qu'il ne s'agissait pas du tout de documents concernant son neveu. C'est absurde, a-t-elle dit, trop vite et trop fort pour une pièce de cette taille. Il a pu manger quelque chose de mauvais. Qui fait même des tests pour ça? Le laboratoire l'a fait, a dit Rosalind, parce que vous avez insisté. Pour que le tribunal autorise un bilan complet. Afin de protéger la succession. Vous avez demandé cela spécifiquement, par écrit. Pour vous assurer que rien ne vous était caché. Le visage de Camille a pris la couleur du rapport, qu'elle tenait entre ses mains. L'inspecteur Reyes s'est alors levé, sans se presser, et lui a posé une seule question. Où avait-elle acheté le thé au gingembre, qu'elle apportait à son frère, chaque après-midi? Depuis 2 semaines? Elle a ouvert la bouche, aucun son n'est sorti. Il a posé un petit sac à preuve sur la table. À l'intérieur se trouvait un thermos en acier inoxydable, pas celui qu'elle avait frotté si soigneusement. Dans l'évier du salon des familles, croyant avoir effacé ce qu'il contenait.
mais celui par lequel je l'avais échangé, sans qu'elle ne remarque jamais la différence. Ce thermos a été testé positif au résidu de colchicine, a déclaré Reyes. Ce qui correspond à la concentration trouvée dans le sang de votre frère. La chaise de Camille a raclé vers l'arrière, si fort qu'elle a failli basculer. Vous n'en aviez pas le droit. Votre belle-sœur avait tout à fait le droit de garder un thermos posé dans sa propre cuisine. A dit Rosalind. Ce que vous n'aviez pas le droit de faire, c'était d'empoisonner un homme, dans un lit d'hôpital. Et de laver ensuite les preuves, dans un évier public. Reyes n'avait pas terminé. De la même voix calme et sans hâte, il lui a dit que son unité avait rouvert le dossier. Sur la mort de Desmond Price Sr., ce matin-là. Vieux de 2 ans, qualifié de cause naturelle à l'époque. Aucune toxicologie n'avait été effectuée, car personne n'avait pensé à en demander une. Il lui a dit que le laboratoire de criminologie de l'État avait localisé des échantillons de tissus conservés de l'autopsie de son père, selon la procédure de conservation standard, et qu'il serait testé pour le même composé dans la semaine. Et il lui a dit qu'un mandat de perquisition avait été exécuté ce même matin, programmé pour frapper à l'heure exacte où cette réunion commençait, à la maison et à la pépinière, qu'elle partageait avec son mari, Julian. Car, si elle devait entendre les résultats dans cette pièce, Reyes ne voulait pas lui accorder un seul coup de téléphone non surveillé entre-temps. Pour prévenir qui que ce soit, ou pour se débarrasser de quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que son téléphone s'est allumé sur la table, entre nous. Elle a baissé les yeux. Toute la couleur, qui restait encore sur son visage, s'est complètement vidée. J'ai vu le nom sur l'écran, avant qu'elle ne le retourne face contre table, Julian. En dessous, un message texte qui était déjà arrivé. Le genre de message que l'on ne peut plus oublier, une fois qu'on l'a lu. Ils ont trouvé la 2e bouteille. Je ne savais pas. Je jure devant Dieu que je ne savais pas. Camille n'a pas bougé assez vite, pour le cacher à aucun d'entre nous. Son avocat s'est penché, et a retourné le téléphone face contre table lui-même. Un instant trop tard. Sa mâchoire était serrée, d'une manière qui me disait qu'il comprenait exactement à quel point la situation venait d'empirer pour sa cliente. Une 2e bouteille, a dit tranquillement Reyes. Signifie qu'il ne s'agissait pas d'un simple mauvais après-midi. Cela signifie que quiconque l'a acheté, en a acheté suffisamment pour plus d'une dose. J'avais besoin d'aide, a dit soudainement Camille, à personne en particulier. Sa voix se brisait d'une manière que je n'avais jamais entendue venant d'elle en avant. Il a toujours tout eu. La maison, le travail, la femme qui, en fait. Elle s'est arrêtée là. Personne dans la pièce n'a terminé la phrase à sa place, et personne n'en a eu besoin. Personne n'a rien dit pendant presque une minute entière. Camille est restée assise très immobile, fixant la table, et j'ai pensé au dîner d'anniversaire, où elle s'était levée, et avait dit à toute la famille de rester honnêtes les uns avec les autres, en me regardant directement pendant qu'elle le disait. Tout le monde dans la famille, ai-je dit, avant même de décider de dire quoi que ce soit, est sur le point de savoir exactement ce que tu es. Elle n'a pas répondu. Il n'y avait plus rien pour elle à dire. Reyes l'a arrêtée, dans le parking devant l'immeuble de Rosalind, 40 minutes plus tard. Sous le chef d'inculpation de tentative de meurtre. Plus 11 chefs d'administration d'un poison à un patient hospitalisé, un chef d'inculpation. Pour chaque après-midi. Où le registre des visiteurs de l'hôpital l'a montré entrant avec ce thermos. La caution a été fixée à 250,000 $. Julian n'a été inculpé de rien. Les reçus du fournisseur en gros montraient que Camille était celle qui avait passé les commandes de colchicine, via son compte professionnel. Pendant 4 mois d'affilée, avant que Callum ne s'effondre. Le juge Castellano a rejeté la requête de tutelle, le lendemain matin. En moins de 2 minutes au procès-verbal, notant pour le dossier qu'elle avait été déposée de mauvaise foi évidente. Les chiffres de Callum ont commencé à grimper, la semaine où Camille a cessé ses visites. Et ont continué à grimper par la suite. Le docteur Anand ne veut pas me donner de délai.
14 ans, à ne pas promettre des choses qu'elle ne peut garantir, l'ont rendue prudente de cette façon. Mais, elle m'a dit mardi dernier, que son dernier scanner semblait, selon ses propres mots, véritablement encourageant, et c'était la première fois que je la voyais sourire depuis le matin où nous nous sommes rencontrés. Je m'assois encore dans cette chaise pliante certains soirs, lui tenant la main, et lui racontant des choses, que je ne suis pas sûr qu'il puisse encore entendre. La semaine dernière, je lui ai dit que son fils avait ses mains, exactement ses mains. Jusqu'à la façon dont son pouce se plie un peu trop en arrière. Je lui ai dit, que le laboratoire avait maintenant la preuve imprimée, signée et notariée de quelque chose, dont je n'avais jamais eu besoin de preuve du tout. Ensuite, j'ai éteint la lumière, et je suis resté jusqu'au matin, comme je le fais toujours.